Bienvenue, aujourd'hui dans le cadre de Masterclass Lean Square, on va discuter des levées de fonds. Alors les levées de fonds au début du côté entrepreneur, donc précis, décide, et je vais essayer de vous guider vers tous les obstacles à éviter, ceux que j'ai pas évités et que je vous conseille de passer mieux que moi. Alors je m'appelle Thierry Ibarret-Coach, je suis le CEO de Sharebox qui développe la plateforme 1001 Belge. C'est une marketplace qui se fait rencontrer des gens qui sont fans de donner des cours de cuisine, des cours de couture, des cours de bricolage et des gens qui veulent participer, des ateliers qui se passent au domicile des gens. Donc 1001belge.be, c'est un site internet et ça a été aussi une émission sur la TBF pendant 4 ans. Dans le passé, j'ai, avec mon pote Samuel, créé un festival qui s'appelle l'Acemo, un festival folk. Si tu as Liège, tu ne le connais pas parce que c'est en même temps que les Ardentes. Bien sûr, toute une bande, hein, j'étais un membre de l'équipe. Et on a après aussi créé un projet qui n'a rien à voir avec le web, qui remplaçait tous les gobelets jetables dans les événements par les gobelets réutilisables. Donc c'était un peu grâce à nous si quand tu arrivais à un festival, il était propre au sol, et c'est aussi à cause de nous si tu devais payer des cautions et que ça t'emmerdait dans ta gestion des gobelets. Donc voilà, maintenant on va bien sûr partir de l'expérience sur Box 1001 Belge pour parler de levée de fonds. Alors, les 3 premières choses dont j'aimerais parler, traction, argent et cofondateur. Alors la traction, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais pas pour une traction minimum pour lever des fonds, mais toi en tant qu'entrepreneur, tu vas passer des années magnifiques mais très difficiles. Et donc l'attraction, tu dois la vérifier pour toi, pour être sûr qu'au-delà de lever des fonds, tu ne te lances pas dans un projet qui en fait ne sert pas tellement tes clients et que tous les sacrifices que tu vas faire ont bien un intérêt, ont bien une valeur. Ici, cette traction, tu la vérifies en développant le moins possible, le moins d'argent possible, un groupe WhatsApp, une page Facebook, et tu peux déjà faire énormément. Si tu regardes l'évolution de Nextdoor qui a connu un démarrage foudroyant, ben, tout s'est fait avec très peu d'argent, mais juste un CEO qui harcelait tous ses utilisateurs. Et ça a très bien fonctionné. Vraiment, entrepreneur, c'est magnifique, tu vas avoir une équipe, la gérer, amener à des objectifs, mais c'est vraiment quelque chose qui est total, intense. Donc le week-end, tu vas être le genre de mec qui ne répond pas à sa femme ou à ses potes parce qu'il est en train de penser à des problèmes qu'il a avec ses clients. Donc c'est beaucoup de sacrifices et donc j'insiste beaucoup pour que cette action soit vérifiée, validée, pas pour les investisseurs, pas pour les levées de fonds, mais pour toi personnellement avant de te lancer dans ton projet. Les cofondateurs qui sont autour de toi, la pièce centrale, est-ce que c'est la bonne équipe pour bootstrapper au démarrage, faire des sacrifices et puis après porter le projet beaucoup plus loin. Il y a une discussion à avoir avec eux sur la vision, sur le rôle de chacun, sur les parts que chacun aura. Donc c'est important, avant de se dire on démarre la levée de fonds, il y a une traction, je l'ai validée, je l'ai essayé de la valider avec le moins d'argent possible et j'ai une type de cofondateur d'exception avec qui on est d'accord surtout, en tout cas d'essayer d'éviter le max de malentendus parce qu'après il y aura tellement d'occasions pour s'empoigner qu'il vaut mieux avant avoir une discussion claire avec tout le monde. Alors, bien sûr, avant la levée de fonds, et vous l'avez vu dans tous les autres masterclass décidément Lean Square, il y a d'autres modes de financement qui sont possibles. Les subsides, on dit souvent que c'est tricher, hein, pas du tout. Il y a deux types de subsides, des subsides très rapides à obtenir. Tu fais une campagne marketing, tu passes par une agence que tu n'as pas encore de CMO chez toi, tu peux avoir des financements à 50%, les dossiers font 3 pages à remplir, donc il y a vraiment des subsides qui sont hyper vite atteignables et qui te facilitent et te demandent de lever moins de fonds. Et puis il y a tout ce qui est en R&D qui existe et qui permet là vraiment d'aller dans une enveloppe beaucoup plus conséquente, mais là il faut déjà avoir des ingénieurs au sein de l'équipe et là ça va prendre beaucoup de temps à rédiger, mais après les financements sont là. Il y a bien sûr tous les prêts bancaires, les plateformes comme Look & Fin pour t'aider en complémentarité de ta levée de fonds. Il y a le crowdfunding et pas Kickstarter et tout ça, mais il y a même qui s'est lancé des Français qui sont lancés là maintenant, Mimosa, du crowdfunding pour les agriculteurs, donc il y a vraiment toutes les plateformes pour tous les projets. Donc en gros c'est des gens d'agriculteurs qui veulent rénover une étable ou transformer du fromage de chèvre en je ne sais pas quoi, mais bon, qui veulent en tout cas aller plus loin dans leur business, et il y a des plateformes pour eux aussi. Ça veut donc dire qu'au-delà des plateformes généralistes, il y a plein de plateformes qui sont peut-être vraiment faites pour toi et qui permettent là, de la meilleure des façons de vérifier une traction, de lever des tout petits montants, mais aussi après pour être plus fort dans ta levée et t'assurer encore une fois que l'attraction client est là. L'attraction de client, c'est pas une vieille étude Google Drive pourrie que tu partages sur Facebook avec tes amis et où chacun répond ce qu'il veut et après personne ne paye. C'est vraiment voir comment tu as pu déjà atteindre tes premiers utilisateurs et si possible, qui payent quelque chose.
l'exercice. Jérôme Denisco m'a demandé de vous donner des exercices. Le premier, c'est de voir si nous, la traction, vous avez fait tout ce qu'il fallait avant de vous lancer donc, dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Vos cofondateurs, qui prend quelle part, est-ce que tout est déjà discuté, est-ce que vous êtes déjà mis au clair là-dessus, quelle est la vision de chacun sur la boîte à plusieurs années. Ça, je pense, c'est important de faire avec eux. Si vous n'avez pas encore validé votre action, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme outil dont on a parlé, donc je viens d'évoquer, pour la confirmer, et même si c'est un peu loin, quelle plateforme de financement participatif vous pouvez utiliser pour valider dans des petits montants votre action et être plus fort après pour votre levée de fonds. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lever des fonds? Les prérequis au niveau finance, équipe et tout ça. Là, je vous renvoie en bas de la vidéo, il y a un lien vers les gars de Point9 Capital qui sont un fonds incroyable en Europe, star hyper bons dans les SaaS, hyper bons dans les marketplaces. Vous pouvez les contacter, ils vous répondent. Enfin, nous, avec Milan Belge, on a beaucoup discuté avec eux sur le côté marketplace et le problème de bypass qu'on rencontrait. Ils ont fait, qui est une référence dans le secteur, ils t'expliquent en 2017 qu'est-ce qu'il faut en tant que SaaS pour atteindre des niveaux d'investissement. Il y a la même chose, le lien en dessous aussi pour le marketplace, fait par un autre fonds d'investissement mais qui se base là-dessus. Là, je vais prendre ma petite feuille, donc toi, là, tu arrêtes de me regarder et tu cliques sur le lien et tu vas regarder le tableau fait par Christopher de Point9 Capital. Alors, dans les montants qu'on peut aller chercher en pré-seed, on est ailleurs, on est entre 200 et 500 000 de pré-seed. Ici en Belgique, on va plus être entre 25, 50 et 100 maximum. À ce niveau-là, ta team, c'est des gens bien. On ne sait pas encore si c'est le meilleur CTO d'Europe, mais en tout cas des gens qui sont hyper convaincus et hyper motivés, et on espère brillants. Tu n'as pas encore ton product market fit, mais tu as des indices qui te permettent de penser que tu vas l'avoir. Tu n'as pas encore forcément de revenus, mais tu as au moins des signes tangibles de traction et de nouveau pas une enquête Google Drive remplie par tes amis, mais vraiment des gens qui veulent utiliser ou qui utilisent déjà ton service. Dans ce tableau, on va pouvoir avoir tous les niveaux de levée du seed, série A, série B, série C. Ici, en seed, chaque fois on peut décaler pour la Belgique et revenir un peu en arrière. En seed, on ne sera pas 500 ou 2,5 millions, mais plutôt 500, 1 million. Là, il faut avoir une équipe avec des bons sales, une bonne tech. À mon compte de market fit, les premiers revenus entre 0 et 50 000 euros, donc les choses sérieuses commencent. Et donc avec ça, on va aller pour du SaaS qui est attendu pour une série C, un revenu d'1 million par mois. Donc vraiment, quand tu fais ton projet, la question à se poser, c'est est-ce que c'est là que je vais? Est-ce que moi, je suis capable avec mon projet d'atteindre ce genre de revenus mensuels ou en marketplace de revenus sur l'année? Il y a des business qui se font très bien en bootstrapant, sans levée de fonds, qu'on appelle lifestyle business, que tu peux monter toi-même et qui ne t'oblige pas, ne t'impose pas une croissance si agressive et d'atteindre des montants si hauts. Un exercice maintenant, c'est de reprendre ce tableau-là et avec ton équipe, voir où tu en es au niveau de l'équipe, où tu en es au niveau de tes revenus et qu'est-ce qu'il te faut pour atteindre le palier suivant au niveau des revenus, des levées, tout ça. Ça, c'est un truc où tu peux prendre du temps pour refaire ce qu'ils appellent la SaaS Funding Napkin et remettre où tu en es toi et où tu veux aller. Ça permettra aussi de voir quelle direction vous voulez prendre. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur des objectifs qui sont déjà très long terme alors qu'on est encore qu'en pré-seed. Combien, qui, quel réseau? Donc combien ça tu vas lui dans mon business plan? Ce que je vais te conseiller, et ce qu'on conseille, c'est alors en pré-seed, c'est pas évident parce que tu es encore en train de tester plein d'hypothèses, mais c'est d'avoir de quoi tenir 12 mois, 12 à 15 mois pour ne pas être perpétuellement en levée de fonds. Levée de fonds, ça prend énormément de temps, donc tu n'es pas sur ton business ou pas assez sur ton business, donc il y a vraiment un danger de trop traîner dans la levée de fonds. Alors qui? Il y a bien sûr tous les fonds qu'on connaît maintenant qui ont émergé ces dernières années en Belgique. Il y a en lien en dessous Serena Capital en France qui a fait la liste exhaustive de tous les fonds français et quelles sont les spécialités et tout ça. Un bémol pas bémol mais un point d'attention sur qui tu vas chercher de l'argent, mais bien sûr des gens qui ont une expertise. S'ils ont une expertise qui peuvent t'amener au niveau supérieur, ça va être d'une très grande valeur. Un business angel classique qui a fait 40 ans chez McKinsey, qui a touché un peu d'argent à la fin, qui investit chez toi, il y a de fortes chances que malheureusement, après cette première fonds qui sont mis, ils ne savent plus suivre et il n'a pas l'expérience startup qui te manque. Par contre, un business angel qui est entrepreneur de ta génération ou un peu au-dessus, qui a déjà réussi quelque chose et qui investit dans un secteur qu'il connaît parfaitement, qui va ouvrir son réseau, là, ça n'a pas de prix. En parlant de réseau, les bons fonds sont saturés de demandes. Tout le monde veut bien sûr avoir le dossier qui passe. Et donc, n'hésite pas. Ce qui est hyper important là-dedans, c'est les intros.
Et donc, regarde, même juste en Belgique, de voir qui a déjà levé des fonds, qui tu peux rencontrer, qui a lancé une startup il n'y a pas si longtemps que ça, donc avec des références actuelles, et qui peut t'aider à te diriger vers les fonds et à faire des intros. Il y a 3-4 ans qu'on a commencé sans faire le vieux con, on ne connaissait pas les gens qui avaient déjà levé, en tout cas dans le B2C, et maintenant il y en a plein qui ont fait des levées dans plein de fonds différents, mais il faut se servir de ça. Toi, CEO, ça va être ton premier réseau aussi, c'est de vraiment rencontrer les gens qui ont levé, qui t'expliquent eux aussi leurs obstacles, et après qu'ils te fassent des intros au fond que tu veux. Quelqu'un qui vient avec une intro, ça a toujours mieux reçu que quelqu'un qui envoie le 30e mail à la personne pour essayer que son dossier soit analysé. Est-ce que travailler avec des leveurs de fonds, c'est tricher? C'est comme subside? Je pense que non. Au début, tu n'as pas de réseau, c'est ta première expérience, et donc travailler avec un leveur de fonds, ça te permet de rencontrer plein de gens. Par exemple, chez Box 1001 Belge, on a travaillé avec un leveur de fonds avec qui on n'a pas conclu de deal à la fin avec les investisseurs qu'on avait rencontrés, mais on s'est fait un réseau. J'ai pu rencontrer, je faisais de la composante de télé, j'ai pu rencontrer Arthur qui a investi massivement dans les startups et qui connaissait la télé. Donc pour nous, c'était vraiment un bon fit. Il est dans le web et dans la télé. Le deal ne s'est pas fait à l'époque, mais on s'est constitué un réseau de gens, d'experts qu'on peut revoir, consulter. Et donc, en tant que CEO, tu dois faire ta levée toi-même, même avec un levée de fonds, c'est toi qui va la finaliser. Take It Easy, exemple plus récent, en France, ils ont travaillé avec Chausson Finance, bref, un leveur de fonds, qui nous ont fait rencontrer plein de fonds, et parce qu'il y avait une super équipe chez Take It Easy, et parce que le projet excitait pas mal de gens, ils ont pu lever. C'est pas grâce au leveur de fonds, mais ils ont pu ouvrir des portes, et tout ça et tout. Et donc, voilà, leveur de fonds, c'est pas tricher, il faut pas hésiter. Quand tu n'as pas de réseau, quand les portes n'ont pas l'air de s'ouvrir pour te faire ton premier réseau et tes premiers contacts, et surtout, voir où tu en es, si tes slides répondent, sont efficaces, sont pertinentes et excitent un peu nos amis investisseurs. Alors, la levée de fonds, c'est vraiment un exercice qui est compliqué parce que tu es en même temps entrepreneur et tu penses que tu vas changer le monde avec ton projet, et en même temps, tu vas contacter 100 personnes qui vont te dire non, 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 non. Et donc, il y a vraiment un travail sur l'ego qui est compliqué à faire. Et il ne faut pas se décourager, il faut pousser un maximum, mais c'est vraiment comme un funnel de vente. Tu vas rencontrer énormément de gens pour, à la fin, lever avec un ou deux fonds. Et donc, il faut vraiment voir ça comme de la vente et pas se dire je contacte deux personnes, on verra bien ce qui se passe. Il faut vraiment contacter un maximum. De nouveau, moi, quand on a levé des fonds, on a essayé de rencontrer 50 fonds. Adrien et Take It Easy, ils avaient une liste de 70 personnes pour leur projet. Ils ont eu plein de refus. Ça ne veut pas dire que ton projet est nul, mais il faut le faire de manière, l'approcher comme un client, aller choper. Et donc, il faut vraiment, c'est un métier, il faut relancer, harceler les gens, ouvrir les portes. Ça ne se fait pas en faisant 3 contacts. Alors, tu as levé de fonds, ton premier rendez-vous chez le leveur de fonds, la first date, le moment plein de romantisme, où il est excité par ton projet, tu aimerais bien signer avec lui, tout se passe bien. C'est des moments où il faut que ton pitch deck soit bien sûr carré de chez carré, que ta traction soit là, que tu puisses lui pitcher les yeux dans les yeux plutôt que de regarder tes slides. Ça va être hyper important, bien sûr, l'énergie que tu transmets à ce moment-là. Attention, après, ça nous est arrivé, nous, chez Box, pour le développement de 1001 Belge, on levait là-dessus, donc j'ai levé 600 000 euros, et on a travaillé avec un fonds qui nous demandait mais, énormément de travail, on était audité dans tous les sens, alors qu'on était encore au début du projet, donc il n'y avait pas 1000 choses à auditer, pas de compta de 6 années ou de 15 années à regarder, c'était vraiment très simple, et pourtant on était audité en permanence, ça prenait un temps de dingue, où pendant ce temps-là, on n'était pas sur notre business. Au début, on était des petites équipes, donc il fallait gérer le business comme ça. Et à la fin, malgré l'accord des comités d'investissement et tout ça, le deal ne s'est pas fait parce que, tout bêtement, les actionnaires du fonds d'investissement avaient changé. Il y avait eu un rachat du fonds de nouveaux actionnaires pour qui le projet qu'on défendait n'était plus prioritaire. Et donc, tout d'un coup, alors qu'on voit que c'était fini, on a passé 7 mois à discuter avec un seul fonds tout le temps, mais tout s'écroulait. Donc, heureusement, on a pu trouver d'autres fonds et d'autres actionnaires historiques et des nouveaux qui ont pu continuer l'aventure avec nous. Mais donc, c'est important de mettre des limites, donc de dire là il y a trop d'audits, on va trop loin, on n'est que dans du seed, il faut pouvoir timer et mettre des limites au fond pour ne pas passer toute ta vie là-dedans et pas faire de l'opérationnel. Et il faut faire attention, alors il y a un article en dessous dans les commentaires de Jürgen Engels qui le dit, jamais d'exclus. Alors c'est hyper compliqué parce que tous les fonds ont une exclue, vu que ça va prendre du temps pour eux de discuter avec toi, d'analyser tout ça et tout. C'est ce qu'il y a, pas tué Take It Easy, mais en tout cas il y avait une exclue, quelqu'un qui les a lâchés quasi dans des moments.
c'est hyper compliqué, je te conseille de ne faire aucune exclue, mais je te souhaite de le faire, c'est pas évident quand voilà, tu es là et que tu as besoin d'argent et qu'on te dit, mais moi je me suis avec toi, mais il faut une exclue. Mais dans la mesure du possible, pas d'exclus, si possible. Pour les financements, là on va faire vite parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont très bien là-dessus de l'InSquare, mais ce qu'on n'a pas encore tout le temps en Belgique, mais le plus possible, pitié, quand c'est du précis, au début, une safe note ou lettre convertible. Il y a un lien en dessous de Y Combinator qui explique à quoi sert le document et comment l'utiliser au mieux. Mais donc, si tu fais une entrée en capital, tu vas avoir une convention d'actionnaire de 50 pages où tu vas négocier chaque ligne. Donc, de nouveau, tu vas passer énormément de temps là-dessus et pas dans ton business qui est encore naissant. Tandis qu'une safe note, une lettre convertible, ça va durer, ça va faire 5, 6, 7 pages maximum, si en tout cas elle est bien faite. Et tu vas discuter en fait de deux choses. Est-ce qu'il y a un cap sur la conversion de cette convertible ou de la safe note? Et est-ce que quel discount on utilise pour plus tard, quand on aura réussi un objectif et qu'on sera dans une levée de fonds qui est une entrée en capital, ben là alors on te donnera à ton investisseur un discount de 20-30% sur la valo défendue à ce moment-là. Mais ça permet de reculer toutes les discussions qui sont énormes, qui sont énergivores, qui te prennent plein de temps, à plus tard, quand vraiment, après le site, tu es en série A, tu as réussi une traction et tout le monde est content. Mais faire une convention d'actionnaire au début, c'est vraiment te tuer, ou en tout cas risquer gros pour toi, parce que tu as vraiment autre chose à faire que d'apprendre tout ce métier, avec tous les termes qu'il y a là. On va discuter des heures sur une valo prémonie, j'avais plus de 20% au début, pitié, sur les stock options à garder, toi pour tes employés, quelles sont les liquidation preferences, standstill, tag-along, drag-along, anti-dilution, les clauses d'imitation, on va dire qu'est-ce qui est au CA, qu'est-ce qui décide du CA, qu'est-ce qui se décide juste avec l'administrateur délégué. En gros, ça va être utile, riche, mais c'est énormément de temps que tu vas prendre là-dessus. Donc, si tu sais, et sois en position de pouvoir le faire, une nette convertible, encore mieux, une safe note. Une nette convertible, c'est que tu donnes quand même des intérêts sur l'argent qui est prêté. Une safe note, aucun intérêt, et on discutera plus tard de la levée. L'exercice maintenant cher à Jérôme, c'est que tu vas en dessous dans le lien, tu prends le lien de Y Combinator, tu prends une safe note de chez eux, tu regardes laquelle te correspond le mieux et tu la remplis. Tu la remplis, tu discutes avec tes cofondateurs pour voir quels sont les termes qui vous agréez un max, et tant mieux si quand tu fais ta levée de fonds, tu peux déjà envoyer cette safe note déjà remplie en disant voilà, nous on a un truc, c'est carré, c'est ça qu'on vous propose, d'avoir le lead sur ta levée. Après, tu as levé des fonds, c'est la fête, mais c'est là que tu commences. Que lever des fonds, c'est rien, à part juste dire, ok, tous les pitchs que tu as fait, toutes les promesses que tu as faites aux investisseurs, là maintenant il faut les réaliser. Donc c'est là que le vrai travail commence et c'est là que les problèmes aussi commencent si tu as survendu avant et qu'en fait tu n'es pas en mesure de livrer après. Pour éviter ce genre de choses, ce que je te recommande, c'est une transparence maximale avec l'investisseur pendant la levée et après. C'est-à-dire que tu dois avoir un tableau de benchmark avec toutes tes métriques qui est updaté en temps réel, et que les investisseurs ont un accès, ils peuvent voir en permanence, et donc quand il y a une mauvaise nouvelle, ils le voient en même temps que toi. Le plus tu vas cacher, sans le faire exprès, mais attendre des CA pour donner les mauvaises nouvelles ou dire qu'il y a des choses qui sont à corriger, le plus ça va créer une tension entre vous, donc il faut que tout le monde soit sur la même page, et donc je te mettrai des liens d'outils de dashboard, donc pas développer simplement des heures, il y a des outils qui existent qui sont gratuits pour avoir ça et que la communication de l'investisseur soit ligne aussi hyper transparente. Ces investisseurs-là, ils te sont nécessaires pour ta stratégie. Et donc, le CA, ça ne doit pas être la chambre d'entérinement de tes décisions. C'est avant tes CA d'envoyer à tous les investisseurs par mail ou de les appeler pour dire quels sont les points d'attention chez vous pour l'instant, là où vous êtes bien avec votre croissance, là où vous avez des questions, là il vous faut un coup de main pour entrer dans telle industrie, et de pouvoir les faire travailler et qu'au CA, vous discutez de stratégie et pas juste d'entériner les points que tu as décidés avant, là aussi pour que la relation soit fructueuse et qu'il t'apporte beaucoup. Il faut vraiment les mettre dans une position où tu les fais travailler pour que votre société prenne de la valeur et ça, ce qui fera plaisir à tout le monde. Ils ont un réseau, ils t'ont promis un réseau avant, il faut là le mobiliser à fond. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais par exemple, en France, il y a un fonds qui s'appelle Hardware Club, et donc là, ils te disent, viens lever des fonds chez moi, si tu y arrives, après, nous, on a déjà tous les fournisseurs qu'il faut en Chine, en Asie, et on va te faire gagner 2 ans là-dedans. C'est vraiment ce type de fonds que tu dois essayer d'avoir, quelqu'un qui va dans ton business t'aider, faire gagner plein de temps. C'est l'Unfair Advantage, c'est qui a le meilleur fonds aussi derrière son projet, Une même équipe, un même projet, et des fonds de top niveau d'un côté et des autres, des fonds qui n'apportent pas d'expertise, tu vas être handicapé. Et donc vraiment un intérêt à trouver le bon fonds et après lui faire travailler son réseau, parce que souvent, avant la levée de fonds, on va se promettre des merveilles, toi comme eux, mais après la levée de fonds, c'est de dire, voilà, on avait discuté que le réseau allait être ouvert, comment est-ce qu'on fait, et de mettre la pression
pour que ça marche et ce soit fait. Alors, les trucs les plus importants, donc de 6 que j'ai dit à l'importance, une traction vérifiée avec le moins d'argent possible et le moins de temps possible, donc surtout pas faire des usines à gaz et développer des sites. On a fait cette erreur-là, donc je fais pas le malin, mais de vraiment aller maintenant au plus court possible pour vérifier ta traction. Être ligne bien sûr là-dedans. Se dire que la levée de fonds, c'est la constitution d'un réseau pour le CEO. Et donc, c'est vraiment de toquer à toutes les portes pertinentes possibles, de ne pas avoir peur de voir son ego parfois un peu écrasé. Et ça permettra d'y arriver. Par exemple, on avait été, on a, dans l'article de Ringel, ce que vous lirez, il conseille de faire le plus possible de presse et de bruit possible quand les investisseurs sont intéressés par vous. On gagne le prix de start-up de l'année il y a 2 ans par le Beta Group, mais par un jury avec Jean Sustrassen, avec Alan Feld qui est une star, un fonds de fonds. Enfin, on gagne le prix du jury. Donc on est sur le radar de fonds. Un fonds qui a plus d'1 milliard d'actifs en gestion nous appelle en disant on veut vous voir, le partenaire veut vous voir, c'est un startup dans lequel on veut investir. Au bureau Champagne, rien que ça, c'était après tellement de noms et tout ça, on était tellement heureux d'avoir un fonds vraiment de top niveau qui nous contactait. On s'est fait dégommer pendant le rendez-vous, mais vraiment dégommé. Le partenaire était là, venait d'un repas, il s'endormait toutes les 2 slides, et quand il se réveillait, c'était pour me mettre à l'amende et me dire que ça n'avait aucun sens ce qu'on disait. C'était très dur à encaisser à ce moment-là, mais ça nous a tellement servi après. On a remis notre pitch sur l'ouvrage, on a retravaillé tout ce qu'on disait, on était voir plus loin dans les métriques qu'on ne maîtrisait pas toujours. Et donc, voilà, l'ego va être piqué, il va y avoir des noms. Quand tu vas avoir des oui, on va te voir, ça va parfois être difficile, mais ça te nourrit d'expérience et ça permet d'améliorer ton budget qui est ta présentation et ton business, quoi. De si possible, aller vers un safe ou une dette convertible, le moins possible au début de convention d'actionnaire. On fera ça quand tu le verras 2 millions et que là, il faut que tout le monde se mette d'accord et qu'on prenne plein de temps, mais plein d'allers-retours. 50 pages, ça se fait à l'ancienne, c'est un document Word que tu envoies, quelqu'un l'a révisé, tu l'envoies à tes investisseurs qui le révisent à leur tour, que tu leur envoies, il y a des erreurs dans les bazars. Quand tout le monde est d'accord, après les cabinets d'avocats rentrent dedans, ça prend un temps de dingue, donc au début, le plus possible convertible, safe note. Et enfin, transparence et utiliser tes investisseurs pour la stratégie qui t'aide vraiment à aller plus loin et au-delà du chèque assigné. Enfin, dans les liens qui sont mis dans les commentaires, il y a donc le tableau de Christopher de Poignant Capital que tu peux prendre, et si tu fais du SaaS, mettre ton niveau, tes statuts, où tu en es dans le processus de levée et voir si vous êtes avec vos cofondateurs, si vous êtes raccord. Il y a la même chose pour les marketplaces. Il y a ce super post de Jürgen Engels qui a été relayé ou créé pour startup.be qui est du côté investisseur et du côté lui qui a levé aussi, mais qui explique un peu les étapes importantes. Buying Combinator qui est une source de documents de dingue et qui est une expertise, c'est reconnu par tes fonds. Donc tu viens pas en disant j'ai fait un safe moi-même, c'est Buying Combinator qui l'a pensé. En Belgique, il y a des choses aussi qui se font. Gary Gaspard, qui est un SaaS qui vient de lever des fonds et qui a un SaaS qui développe, a fait un plan financier type, un template de plan financier pour les SaaS qui est très clair et qui a vraiment été bien reçu par les gens qui font du SaaS. Je te mets le lien en dessous pour que si tu fais ça, tu puisses un peu voir et que tu ne perds pas non plus plein de temps au début à faire toi-même. Des outils comme Gust.com ou Captable.io pour mettre les parts de chacun dans un outil, parce que sinon tu vas acheter un vieux livre d'actionnaire, écrire ça au big, tout le monde doit signer, enfin, c'est vraiment l'an 40. Il y a des outils maintenant où tu peux mettre en ligne les parts, et comme ça, c'est plus facile pour après, c'est enregistré, et il n'y a pas de discussion postérieure, et ça te permet avec tes cofondateurs de mettre au clair comment va se passer la répartition de parts avant les levées de fonds. 2 derniers, le blog de Serena qui est super bien, avec Marie, dont j'oublie le nom de famille, qui a fait la liste de tous les fonds et qui te donne l'article pour dire comment aborder les fonds, c'est quoi un bon harceleur et c'est quoi un mauvais harceleur, très très bon à lire. Et alors du dashboarding pour avoir de manière transparente tes métriques essentielles, updatées en temps réel et transmises à tous tes investisseurs. Merci d'avoir écouté. Si tu as des questions, mon adresse email est au début, thierryh@gmail.com. Bonne chance pour la levée.